Ok, donc bonjour tout le monde. Cette semaine, on va parler du dernier sujet là, qui est lié là, vraiment à Bitcoin. Et c'est donc aussi le dernier sujet qu'on va parler pour notre examen d'intra. Et c'est le concept de minage, ou plus particulièrement le concept de minage en pool pour Bitcoin. Donc on va tout d'abord parler là, de minage solo. Hein? Donc c'est la notion de base du minage dans Bitcoin, la notion que chaque individu peut donc connecter sa machine sur Bitcoin et miner de façon indépendante et compétitionner là, pour trouver le prochain bloc. On va voir donc en réalité qu'est-ce qu'il y en est là, pour le minage solo. Et par la suite, on va parler là, de ce qui est vraiment fait en pratique, c'est-à-dire le minage par pool. Et donc, on va expliquer les protocoles de minage de pool. Et on va parler aussi là, des différentes on va dire des différentes attaques possibles sur le minage par pool, donc des faiblesses du minage par pool. Et la prochaine fois qu'on va faire une séance de discussion, on va pouvoir parler du minage ou de l'industrie du minage ou le minage par pool en plus de détails pour partager nos opinions là, sur ce sujet qui est quand même assez controversé. Ok, donc premièrement, c'est plus comme un récapitulatif ou un aperçu donc de ce qu'on appelle l'industrie du minage ou la crypto-économie du minage. Donc, si on considère ça comme euh, une industrie, c'est-à-dire qu'on imagine que les gens, les mineurs qui participent donc au minage sont là pour faire de l'argent. Hein, c'est pas des gens qui sont donc si on suppose qu'il y a personne qui est altruiste, il y a pas de que la plupart des participants ne sont pas sont pas là juste par générosité, ils sont pas là, ils vont pas miner genre, tout simplement parce que ils supportent l'idée de la décentralisation, mais vraiment parce qu'ils sont motivés par les mécanismes là, de récompense de Bitcoin. Et c'est pour ça justement que Bitcoin doit offrir ces mécanismes de récompense. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut le modéliser de façon assez simple l'industrie du minage ou la cryptoéconomie. Donc essentiellement, on va de façon simple, on peut catégoriser de deux façons. Donc, il y a les revenus, et donc pour un mineur, c'est principalement les récompenses des blocs. Hein, donc, présentement, c'est 6,25 bitcoins par bloc. Et en plus, on a un petit surplus là, présent parce que les frais de transaction ne sont pas extrêmement importants. Mais on va voir un petit ajout, là, c'est les frais de transaction, donc comme on a parlé la dernière fois, là, qui sont les pourboires qui sont récoltés là, de chaque transaction et donc récoltés par le mineur gagnant de chaque bloc. Donc présentement, c'est peut-être un montant là, de 0,03, quelque chose comme ça. Ok, donc c'est vraiment pas là, une somme importante comparée au 6,25, là, même après le halving. Ok, donc ça c'est un montant qui est récolté en Bitcoin évidemment, qui est envoyé à l'adresse là, du mineur. Et donc comment est-ce qu'on peut estimer le montant total? Si on connaît la moyenne des frais de transaction, on multiplie par le nombre de transactions qu'on est capable d'insérer dans notre bloc. Ça nous donne donc la somme des frais de transaction qu'on ajoute à la récompense du bloc. D'accord? On avait aussi dit que les transactions vont varier dans leurs frais, donc selon la taille des transactions, donc la taille euh, la taille des entrées, des sorties, des signatures, tout ça, donc le contenu de la transaction. Et aussi, on peut augmenter le frais de transaction si on veut accélérer la confirmation de la transaction. Et le bloc aussi a une influence, c'est-à-dire que si le bloc est plus gros, on peut mettre plus de transactions, on peut obtenir plus d'argent. Mais la taille du bloc, c'est quelque chose qui est donc contrôlé par le protocole de Bitcoin lui-même. Et donc, originellement, c'était 1 mégabyte pour le protocole. Plus tard, on va parler de choses comme SegWit, SegWit 2.0, des choses comme ça, qui essaient, ou des hard forks, donc d'autres monnaies alternatives à Bitcoin, d'autres crypto-monnaies alternatives, qui donc essayent d'ajuster la taille du bloc. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut récolter plus de frais de transaction en augmentant le nombre de transactions. Donc c'est ça. Et là, donc ça c'est les revenus. Et donc,
pourcentage de blocs qu'on est capable de miner, à ce moment-là, c'est proportionnel au montant de hash power que j'ai. Donc, le plus de ressources de hashing, le plus je vais être capable de calculer mes hashes rapidement et de trouver mes blocs plus rapidement. Donc, de façon générale, on dit que c'est proportionnel, donc complètement de façon linéaire. Donc, si on voit la formule, donc si je possède un certain pourcentage de hash power, je peux m'attendre à récolter un certain pourcentage de blocs total du réseau. Donc c'est ça pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent apporter des profits ou qui déterminent les profits? Donc on va discuter de ça la prochaine fois. En termes de dépenses, donc c'est un coût là, de capital qui est l'équipement de minage. Donc il faut acheter le matériel. Et ce matériel peut vraiment varier en coût, là, dépendamment de ce qu'on veut acheter. Donc on va voir ça, si c'est des cartes graphiques ou des PC personnels ou même de l'équipement spécialisé, des ASIC qui sont bon marché, ça peut peut-être être juste une centaine de dollars. Mais si c'est vraiment de l'équipement haut de gamme, là, vraiment ce qu'on appelle des ASIC, donc des circuits intégrés qui sont vraiment spécialisés et de haute performance, ça pourrait aller dans les milliers de dollars. Là. Okay? Donc ça c'est pour un équipement. Donc à ce moment-là, si on veut faire ça à grande échelle, on va en acheter des milliers. C'est quand même un coût important d'équipement. Et sinon, le coût opérationnel. Donc, le coût opérationnel, c'est l'électricité que prend ces machines-là pour fonctionner. Bon, il y a d'autres coûts qui sont peut-être pas aussi dominants. À ce moment-là, on pourrait essayer d'en parler pour voir ça. Et l'autre coût qui est important aussi, c'est la climatisation, parce que ces machines-là, évidemment, génèrent beaucoup là, de chaleur quand ils roulent. Donc, il faut aussi payer l'électricité pour climatiser notre environnement, là, pour s'assurer que nos machines ne surchauffent pas. Ok, donc ça c'est aussi un autre coût qu'on doit considérer. Et cette dépense-là est donc payée en monnaie fiduciaire. Donc ça c'est un autre point de discussion. Donc il y a un autre problème ici, c'est qu'on récolte de l'argent en Bitcoin, mais on paye en monnaie courante. Donc forcément il y a un autre aspect qu'il faut considérer ici, c'est l'échange entre nos Bitcoins et la monnaie courante pour pouvoir payer notre équipement. Donc à moins qu'un jour on est capable de payer notre électricité et de payer nos équipements de minage en Bitcoin même. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, donc ici, je vous donne vraiment là, quelques chiffres, là, quelques estimations là, pour le minage. Donc, c'est vraiment là, à titre indicatif, c'est pas des petits chiffres qui sont vraiment précis. Et c'est des chiffres qui datent de 2019 parce que en 2020, j'ai pas trouvé de tableau qui reflète aussi bien là, les valeurs avec un format comme ça. Donc, comme j'ai dit, c'est pas important les chiffres exacts, mais pour nous, ce qui est important, donc quand on essaie d'évaluer le rendement de notre équipement de minage, ben on cherche deux choses. Donc, d'abord, c'est quelle est la vitesse de minage de mon équipement, donc combien de hash par seconde est-ce qu'il est capable de calculer. Hein? Donc, c'est vraiment ça donc ma mesure de performance primaire pour déterminer combien de blocs je vais être capable de miner. Et la puissance utilisée, donc le nombre de watts utilisés pour donc rouler la machine. Et à ce moment-là, donc, je peux calculer donc, le montant d'énergie à partir de la puissance. Et à ce moment-là, je peux calculer mes frais d'électricité en utilisant le contrat de mon fournisseur d'électricité. Donc ça c'est la mesure de coût principal, et ça c'est la mesure de performance nécessaire pour les revenus, pour calculer les revenus. Donc si on voit quelques CPU qu'on peut utiliser, si on essaie de faire du mining juste avec des CPU, donc on voit ici, là, ce qui est important, c'est pas nécessairement les chiffres exacts, mais c'est qu'on est dans un ordre de magnitude ici de kilohash par seconde. Donc retenez qu'on est en kilohash par seconde. Là, si on passe au GPU, donc encore une fois, c'est des GPU de 2019. Je suis conscient qu'aujourd'hui, on a des RTX puis tout ça, puis les RTX peuvent donc avoir une meilleure performance que ça. Peut-être que je pense que ça va dans les 1000 mégahash par seconde au moins. Là. Mais l'idée, c'est que, bon, même si j'ai une carte graphique qui donne beaucoup
qui est capable de miner rapidement, mais il faut que je tienne compte là, de la puissance que ça utilise. Parce que si la puissance n'augmente pas de façon proportionnelle, ben là, à ce moment-là, ça vaut pas la peine là, de rouler une machine plus performante. Okay? Parce que je vais payer plus d'électricité et je vais perdre du profit. Okay? Donc, on essaie d'obtenir le meilleur ratio entre mining speed, donc la vitesse de minage, et la puissance consommée. Donc ici, pour les GPU, on est en mégahash par seconde. Donc, tout à l'heure, en CPU, on était en kilohash, ici on est en mégahash, donc on est 3 ordres de magnitude. On est donc en moyenne 1000 fois plus rapide ici. Et maintenant, voici donc l'équipement spécialisé, ce qui est vraiment utilisé là, pour miner du Bitcoin. C'est des ASICs, donc ce qu'on appelle là, des circuits intégrés là, qui sont spécifiques à l'application. Donc ici, ils sont spécifiques au minage de Bitcoin. Donc la seule chose que ces ASICs sont capables de faire, c'est calculer des hashes, des SHA-256 donc à longueur de journée. Et donc à ce moment-là, ici, on voit là, qu'on est dans les gigahash par seconde. Donc on est encore une fois 3 ordres de magnitude plus élevés que les GPU. Okay? Donc là, maintenant, on est rendu là, 6 ordres de magnitude, là, donc 6 zéros de plus là, que les CPU. Mais par contre, pour la puissance utilisée, oui, c'est élevé, on est dans les 1000, d'accord? Ici, on est dans les centaines, et ici, peut-être qu'on est dans les dizaines, d'accord? Donc, on augmente peut-être que la puissance qu'on utilise augmente fois 10 à chaque fois, mais du côté de la vitesse de minage, on augmente fois 1000 à chaque fois. Donc, ce ratio de vitesse de minage à puissance consommée, donc le ratio augmente de beaucoup, ce qui rend ces machines cet équipement-là beaucoup plus profitable là, que miner avec des GPU puis des CPU. Donc, la première conclusion à partir de ces chiffres là, qui sont vraiment, je veux dire, vraiment approximatifs, c'est que ça vaut pas du tout la peine là, d'utiliser des GPU ou des CPU pour miner Bitcoin. Okay? Il existe des équipements qui sont beaucoup plus performants pour le faire. Donc si on veut être vraiment sérieux dans le minage là, de Bitcoin, ça vaut la peine d'investir dans cet équipement là, de ASIC là, spécifique pour Bitcoin. Mais évidemment, c'est quoi le désavantage? C'est que c'est de l'équipement qui sert juste à ça. Alors qu'avec mon GPU, je peux quand même jouer à des jeux vidéo. Avec mon CPU, je peux faire n'importe quoi. Hein? Je peux rouler Windows puis n'importe quel OS. Alors qu'ici, avec le ASIC, ça fait juste du SHA-256. Donc, si j'ai pas d'autre utilité pour faire du SHA-256, ça va pas servir à rien d'autre. D'accord? Donc, c'est ça le trade-off ici. Là. Mais, pour ça, pour illustrer que si on veut vraiment être compétitif dans le minage de Bitcoin, ça prend absolument des ASIC. Donc là, on voit déjà un problème avec le minage dans Bitcoin, c'est qu'il y a une haute barrière d'entrée en termes d'équipement. Donc, le minimum en termes d'équipement, c'est avoir des ASICs si on veut être compétitif. Okay? Donc si on n'a pas d'accès à des ASICs, là, oubliez ça. Là, ça ne va pas être compétitif, là, ce qu'on essaie de faire. Okay? Donc ça, c'est déjà une barrière d'entrée là, importante en termes de matériel. OK. Autre aspect important ici, quand on parle d'industrie du minage, c'est pas juste les profits, mais c'est aussi la liquidité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des profits ou on peut, par exemple, prévoir être profitable à long terme, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir du liquide. D'accord? Donc, pour que notre minage soit viable, il faut évidemment que ça soit profitable, mais il faut aussi qu'on ait un certain montant de liquidité pour être capable de payer nos dépenses. Parce que, quel est le problème? C'est que nos dépenses sont courantes, sont récurrentes. D'accord? On doit payer l'électricité à chaque mois, on doit acheter de l'équipement peut-être au début, mais régulièrement aussi, parce qu'il faut maintenir notre équipement actuel, puis des fois ça tombe en panne, donc il faut acheter du nouveau équipement, tout ça. Donc il faut payer souvent. Mais quand est-ce qu'on fait du revenu? Ben, c'est seulement quand on mine des blocs. Donc, pour avoir de la liquidité à travers le minage de blocs, il faudrait qu'on obtienne des blocs de façon régulière. Okay? Mais c'est quoi le problème avec Bitcoin? Ben, c'est comme une grosse loterie. Puis, tu sais, une loterie,
si la loterie ne paye pas fréquemment, mais qu'à chaque fois que ça paye, ça me donne beaucoup d'argent, là, à ce moment-là, je vais peut-être manquer de liquidité. Okay? Donc ça, c'est un problème important. Donc, comment est-ce qu'on peut estimer la liquidité de notre minage? C'est en utilisant la formule qu'on a déjà utilisée dans le premier exercice, c'est-à-dire estimer donc le temps de notre prochain bloc miné comme étant le temps de bloc divisé par le P, P étant notre proportion du pouvoir de hachage. Donc si on le P est une valeur entre 0 et 1. Donc si par exemple on possède 30% de puissance de hachage de Bitcoin au complet, c'est 0.3, donc on diviserait 10 par 0.3 et ça nous donnerait là notre temps de génération de blocs moyen. Ok, donc si on donne un exemple là, pour illustrer, donc et là c'est vraiment un exemple là, qui est très idéaliste là. Donc imaginons là, que dans le monde parfait de Bitcoin, n'importe quel Bob peut miner dans son sous-sol, puis c'est censé être super décentralisé, puis n'importe qui peut se joindre au système, puis connecter sa machine, puis commencer à miner, puis compétitionner pour des blocs. Ok, donc on va voir si en pratique c'est vraiment vrai. Donc Bob veut miner du Bitcoin dans son sous-sol, ok, donc il possède une carte graphique, ce qu'il utilise là, donc il essaye là, de miner quand il n'utilise pas son ordi, quand il ne joue pas à ses jeux. À ce moment-là, il veut utiliser sa carte graphique pour miner. Donc, il y a son GTX 480. C'est ça les stats. Donc, 140 MHz par seconde. Ça consomme 250 watts de puissance. Donc, mes dépenses, on est au Québec. Donc, on a des tarifs quand même assez intéressants, même au niveau résidentiel. Donc, disons, on paye 6 cents par kilowattheure. Donc, pour sa carte graphique, ça va lui coûter en termes d'énergie 0.25 kWh. Donc, s'il laisse rouler, mettons, à longueur de journée, ok, donc imaginons qu'il n'utilise pas du tout son ordi, là, il ne joue plus à des jeux. Donc là, à ce moment-là, rouler sa carte graphique à longueur pour une année complète, ça va lui coûter 131,40$ par année. Ok? Donc, c'est pas si pire, ok? Je veux dire, à cette échelle-là, il n'y a pas de problème de liquidité là, nécessairement. Là. Je veux dire, Bob devrait être capable là, de se payer 131$ par année, là, peu importe ce qui se passe. Mais là, on va voir qu'est-ce qui va se passer en termes de revenus. Okay? Donc, le réseau de Bitcoin, ici, bon, ça c'est encore une fois une estimation. Aujourd'hui, la valeur est pas pareille. En fait, elle a même descendu à cause du halving. Descendu d'à peu près 20%. Donc, imaginons que c'est 55 millions de terahash par seconde. Okay? Donc, encore une fois, on est 3 ordres de magnitude là, de ce qu'on avait dans les ASICs. Okay? Donc, à ce moment-là, on a 55 millions de terahash par seconde dans le réseau total. Donc, mon 140 mégahash par seconde, ça représente donc une proportion de 2.54 fois 10 à la moins 12. Okay, donc c'est vraiment insignifiant. Donc si je voulais calculer mon temps moyen, il faudrait que j'attende 7 millions d'années. Okay, est-ce que Bob a 7 millions d'années pour miner son bloc? Donc vraiment pas envisageable. D'accord? Donc il va falloir que Bob soit vraiment chanceux avec son minage pour trouver un bloc là, durant sa vie. Okay? Sinon, il va jamais recevoir de bloc essentiellement s'il essaie de faire ça en mise solo. Okay? Donc c'est ça. Donc ça illustre un peu là, encore une fois la difficulté ou l'impossibilité vraiment là, de faire du minage solo. Okay? Donc tout seul dans son sous-sol avec une petite machine, rouler à longueur de la journée, ce qui va se passer essentiellement, c'est que Bob va payer 131$ par année mais il ne va rien recevoir en retour. Ça va être quasiment juste une perte nette. Okay? Donc c'est ça. Donc ça montre encore une fois que non seulement il y a une barrière en termes là, d'équipement, mais une barrière aussi là, en termes là, de liquidité, dans le sens que si on n'a pas une puissance de hachage assez significatif, le temps d'attente pour trouver un bloc est extrêmement long. Donc ça va prendre trop de temps pour recevoir de l'argent on va pas avoir assez de liquide là, pour payer nos dépenses. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à gérer, le concept de liquidité.
Mais imaginons que Bob continue à miner pareil. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder là, imaginons que Bob est immortel, donc il est capable d'attendre là, son 7 millions d'années. Donc à ce moment-là, c'est quoi la profitabilité qu'on peut prévoir pour son minage et comment ça se compare à un CPU puis avec un ASIC. Donc ici, un des ASIC les plus connus au monde, c'est le Antminer S5. Bon, aujourd'hui, il y a des Antminers qui sont plus avancés, là, mais le S5, c'était quelque chose qui était quand même assez populaire pour quand même assez longtemps. Donc, pour le GPU, ce serait ça sa profitabilité, donc pour son GTX 4480. Donc, essentiellement, il fait juste perdre de l'argent. Okay? Il fait quasiment rien. Okay? Donc, ses chances de gagner est tellement minime là, que le site là, ici n'est même pas capable de calculer son profit, puis c'est arrondi là, à la baisse. Là, donc, c'est quasiment juste de la perte à 100% là, ce qu'il fait. S'il y avait un CPU, même chose, perte à 100%, quasiment rien. Et même que il va perdre moins d'argent que son GPU. Donc ça voudrait dire que un i7 a un meilleur rendement là, entre puissance de hachage et l'électricité. Okay? Et finalement, là, pour le Antminer, donc pour un Antminer, malheureusement, c'est aussi pas profitable. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va remarquer, c'est que même dans le monde des Antminers, ou pardon, dans le monde des ASICs, c'est pas tous les ASICs qui sont profitables. Okay? Donc il y a juste certains ASICs qui sont profitables, et c'est même pas toutes les crypto-monnaies qui sont profitables. Donc présentement, je dirais que peut-être que pour Bitcoin, c'est très difficile là, de profiter de Bitcoin dans le système actuel. Mais par contre, on sait quelque chose, c'est que le système s'auto-balance. Il y a toujours des ajustements de difficulté qui arrivent. Donc, quand les gens ne profitent pas, donc c'est-à-dire que les gens ne sont pas compétitifs en termes là, d'efficacité de minage et le coût de leur électricité. Donc, à ce moment-là, ils se déconnectent, tout simplement. Ils quittent le réseau. Et donc, après ça, à la prochaine ajustement de difficulté. Donc, on sait que l'ajustement de difficulté se fait environ à chaque 2 semaines. Mais là, la difficulté va tomber à la baisse. Hein? Et à ce moment-là, les gens qui sont encore dans le système, ben, ils vont croître leur proportion de hash. Même s'ils gardent les mêmes ressources, ils ont une puissance une vitesse de hachage qui est en termes absolus est constant. Mais en termes relatifs, leur proportion du réseau complet vient d'augmenter parce qu'il y a des mineurs qui sont partis du système. Donc le hash power est descendu, puis le target est redescendu aussi. Donc à ce moment-là, ces gens-là peuvent redevenir profitables éventuellement quand tous les gens sont partis du système, quand tous les gens qui ne sont pas profitables partent du système. Donc c'est un système qui est équilibré de cette façon-là. Donc, profitable de miner Bitcoin aujourd'hui. À cause du halving. Hein? Donc, halving, essentiellement, ça réduit de moitié la récompense. C'est essentiellement ça, parce que les frais de transaction ne sont pas assez importants. Donc, en termes là, de Bitcoin, okay, donc de ce qu'on obtient en valeur BTC, c'est la moitié. Et à ce moment-là, donc, il y a deux choses qui peuvent se passer pour les gens donc pour les mineurs qui continuent à miner après le halving, soit que le BTC augmente avec en termes de valeur de monnaie courante. Donc si le BTC augmente sur le USD, par exemple, double sa valeur en USD, atteint par exemple 20 000 USD, à ce moment-là, ben, pour le mineur, c'est la même profitabilité. Okay? Donc je perds la moitié de mes bitcoins, mais chaque bitcoin vaut le double, c'est correct. L'autre possibilité, c'est que si les mineurs partent du système, hein, donc si par exemple le Bitcoin ne gagne pas de valeur, reste constant, ben là à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est que ma proportion de hash power dans le système devrait doubler pour que j'obtienne 2 fois plus de blocs. Et à ce moment-là, le nombre de Bitcoin que je mine double. Et donc, si je vends ces Bitcoins-là
au même prix qu'avant, ben c'est comme si je regarde la profitabilité. Mais présentement, donc, parce que le halving vient juste d'arriver, le système c'est pas encore tout à fait stabilisé. Il reste encore des mineurs qui sont peut-être pas profitables, qui essaient de s'essayer, essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc on doit attendre encore un peu plus de temps pour voir la profitabilité remonter. Donc présentement, c'est pas une bonne période pour miner Bitcoin. Okay? Parce que c'est ça, les récompenses sont basses, puis la difficulté est encore trop élevée là, pour que ça soit profitable. Okay? Donc présentement, il y a juste le BitMiner S19 Pro. Ça, c'est un équipement extrêmement dispendieux. Là. C'est dans les peut-être 5000$ ou plus américains, probablement même. Donc ça, c'est quelque chose qui, bon, selon ces calculs qui sont encore une fois très approximatifs, là, serait profitable. Une autre chose qu'on voit ici, c'est que Bitmain domine ici donc le classement pour les mineurs, les ASICs de Bitcoin. Donc encore une fois, ça révèle peut-être des problèmes de décentralisation. Donc s'il y a un fournisseur comme ça qui domine tout, puis tout le monde doit parler avec ce fournisseur-là, est-ce qu'on peut dire que Bitcoin est vraiment décentralisé? Okay? Si tout est dépendant sur une compagnie, comme Bitmain. OK, donc c'est ça. Et si on regarde la liste complète ici de profitabilité, donc avec tous les autres crypto-monnaies, ou plus particulièrement tous les autres algorithmes de hashage, parce que c'est ça que les ASICs font, c'est des calculs de hash. Donc là, à ce moment-là, on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profitables là, que Bitcoin. Donc le SHA-256 de Bitcoin est ici. Mais là, ici, on peut obtenir plus. Là, par exemple, si on mine du Equihash, là, qui est l'algorithme de hashage de Zcash, ou par exemple Ethereum ici, donc qui utilise Ethash, quoique récemment, ça a changé à ProcPow, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Okay? Donc présentement, là, si vous voulez faire du minage, peut-être que ça vaut plus la peine là, de miner quelque chose d'autre que Bitcoin. Donc c'est ça l'observation, le minage n'est pas profitable pour Bitcoin présentement. Bon, ici j'ai écrit pour un individu en résidence à petite échelle, donc ça c'est clair. Mais même à grande échelle, avec des ASICs, ça prend vraiment des ASICs haut de gamme, là, le top du top là, pour faire un profit là-dedans. Là. Okay? Où il faut avoir vraiment des contrats très avantageux en termes là, de coût électricité. Là. Okay? Mais donc, présentement, le mining, c'est pas profitable pour Bitcoin de façon générale. Okay? Donc, problème de liquidité, hein? Donc, c'est le fait que je reçois je peux juste prévoir combien. Donc, mes revenus sont variables. C'est pas donné à une fréquence fixe. C'est vraiment un jeu de chance. Puis, si j'ai pas beaucoup de pouvoir de hachage, mes probabilités sont tellement limitées là, que je vais devoir attendre extrêmement longtemps pour recevoir de l'argent. Donc, ça peut causer des problèmes de liquidité. Problème de profitabilité, bon, c'est le fait qu'on a l'économie à échelle. Hein. Donc, si on est capable de acheter le meilleur matériel possible, et pas payer un gros montant pour ça, puis obtenir les meilleurs contrats d'électricité à grosse échelle, ben là, on va faire de l'argent. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que c'est vraiment réaliste là, pour un Bob dans son sous-sol là, de miner Bitcoin? Parce que c'est ça l'utopie, là. C'est ça l'idéal de Bitcoin, c'est que n'importe qui devrait être capable de se joindre puis miner le Bitcoin. Mais présentement, il y a une grosse barrière. Okay? Et la barrière, c'est le matériel, hein, et c'est la liquidité. Okay? Donc ces choses-là font que c'est difficile là, pour n'importe qui de miner. Malgré le fait que dans le protocole de Bitcoin, il y avait déjà eu l'idée, là, selon moi, qui est brillante, là, d'utiliser l'énergie comme une ressource universelle, rendre ça accessible à tous, mais en même temps que ça soit payant, que ça a un coût concret. Donc ça, c'est bien fait, mais on n'a pas pensé là, au problème là, de barrières matérielles et de barrières de liquidité, puis tout ça. Okay? Donc ça, et ce dernier problème, c'est le fait là, que les récompenses de Bitcoin sont vraiment là, all or nothing. Là. C'est soit tu reçois tu gagnes puis tu reçois tout l'argent pour un bloc, ou tu perds puis tu reçois zéro. Okay? Et tu peux avoir dépensé plein d'électricité pour miner un bloc, mais si tu as perdu, ben, tu reçois absolument rien pour ce bloc-là, puis c'est juste une perte d'électricité. Okay? Donc c'est ça. Et à ce moment-là, on cherche une solution pour adresser ce problème.
Et la solution que les gens ont trouvée, c'est de former des pools de minage. Donc à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est que les mineurs peuvent se regrouper ensemble, agréger en quelque sorte leurs ressources de hachage ensemble. Et donc en agrégeant leurs ressources de hachage, on est capable d'augmenter, avoir un P plus important, une proportion plus importante du réseau. Et donc ça permet là, de rendre là, le minage plus prévisible parce que des pools de hachage peuvent avoir 20%, 25% là, de la puissance de calcul du réseau. Et à ce moment-là, quand ça devient plus prévisible de recevoir des récompenses, le pool de mining peut à ce moment-là donc redistribuer les profits là, entre les utilisateurs. Donc selon l'apport qu'ils ont fait, la contribution qu'ils ont donnée au pool. Okay? Et donc à ce moment-là, je peux avoir un revenu constant pour mes efforts. Okay? Et là, c'est plus facile pour moi à ce moment-là d'avoir un flux de cash puis de payer mes dépenses. OK, donc c'est ça l'idée. Et là, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quels sont en détail les protocoles de minage par pool. Et donc, plus particulièrement, comment est-ce qu'on est capable de distribuer les récompenses de façon équitable entre les mineurs. Comment est-ce qu'on coordonne entre les mineurs pour décider qui mine sur quoi, ou comment est-ce qu'on c'est ça. Comment est-ce qu'on donne les instructions de minage, comment est-ce qu'on reporte comment on annonce les résultats quand je trouve un bloc gagnant, comment j'annonce le résultat, puis tout ça et tout ça. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on va parler dans les protocoles de minage. Et c'est ça. Donc, à ce moment-là, un point de discussion là, c'est est-ce que les pools affectent la décentralisation ou non? Donc, j'aimerais que vous pensiez à ce sujet-là, puis qu'on ait une discussion là-dessus la prochaine fois. Donc, c'est tout pour cette vidéo, et on se revoit là, dans la prochaine vidéo pour le minage.